L'invité de la rédaction. La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien, disait la philosophe Simone Veil. S'il existe 1001 définitions de la beauté, les hommes ont toujours cherché à prendre soin de leur apparence. C'est ce que nous apprend un ouvrage sur l'histoire de la beauté et des cosmétiques, intitulé « Beauté, mon beau souci ». Ces deux auteurs sont sœurs, filles du poète Jean-Claude Albert Coiffard, et elles enseignent toutes les deux la cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes. La particularité de cet ouvrage, mêler des références littéraires et des données scientifiques, de quoi aborder la beauté sous tous ses angles, de l'évolution des critères de beauté au fil du temps, aux problématiques très actuelles des produits chimiques utilisés dans les cosmétiques. Céline Couteau et Laurence Coiffard, bonjour. Bonjour. Le titre de votre ouvrage, Beauté, mon beau souci, est emprunté au titre d'un poème de François de Malherbe. Alors pourquoi vous êtes soucié de ce sujet de la beauté ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Historiquement et familialement, on a toujours été baigné dans les livres, puisque, comme vous l'avez indiqué, notre papa est un poète, donc les livres ne manquaient pas à la maison. Donc ça, c'est pour tout le versant littéraire. Pendant des années, tous nos livres ont été annotés avec des petites marques pour se rappeler à quelle page on allait trouver telle ou telle citation. Et puis, par la suite, l'activité professionnelle a fait qu'on s'est intéressé aux cosmétiques et on a voulu rédiger cette histoire à la fois de la beauté version littéraire et puis des cosmétiques avec pas mal d'aspects pour le coup scientifiques. Et comment vous avez travaillé pour mettre en forme cet ouvrage ? Ça a été long ? Alors, on a mis une année pour rédiger cet ouvrage, même s'il a fallu des années pour arriver à compiler l'ensemble des données. Alors, il faut savoir qu'on est quand même habitué à travailler ensemble parce que notre travail fait qu'on rédige un certain nombre de publications. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains. Un travail à quatre mains qui propose de nombreuses définitions de la beauté, citations à l'appui, comme par exemple le couturier Christian Lacroix qui parle d'une quête, d'une énigme, d'un mystère de la beauté, tandis que pour Bossuet, la beauté est associée à l'ordre et aux proportions. On voit bien la différence. Et vous, quelle est dans votre travail la définition de la beauté, la citation qui vous parle le plus ? Alors c'est une citation du poète Marie-Noël qui nous indique une façon de souffrir pour être belle qui change un peu de ce que l'on entend habituellement. Elle nous dit « Il faut souffrir pour être belle, pour garder la mesure, l'harmonie, que ce soit dans ton jardin, dans ton œuvre, dans ta vie, pas d'œuvre d'art sans sacrifice ». Donc c'est une définition qui vous parle. Oui, parce que familialement, c'est vrai que c'est un poète que notre papa nous a appris à aimer, donc ça a une certaine résonance pour nous. Et dans votre ouvrage, vous faites aussi un parallèle entre la beauté et la foi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors c'est je pense... la beauté intimement liée, intimement liée. Si on prend par exemple, là encore pour rester dans les citations, il y a une citation de Hegel qui est intéressante, puisqu'il dit « La beauté dans l'art est supérieure à la beauté de la nature, dans la mesure où on peut y voir deux fois le visage de Dieu. » Une première fois, il a créé l'homme, donc c'est la première image, et puis la deuxième fois, c'est l'homme qui à son tour va créer une œuvre d'art. Donc il y a un effet miroir qui est assez amusant et on peut multiplier finalement les citations et les références. Et on voit qu'il y a énormément de références qui se rapportent à la fois. Après avoir défini la beauté, vous passez à l'histoire de la beauté dans votre ouvrage et vous dites que l'homme s'est toujours préoccupé de son apparence, même dès la préhistoire. Alors effectivement, au niveau de la préhistoire, on n'a pas de réelles preuves puisque tant que l'écrit n'existe pas, on peut rester au stade des hypothèses. Mais comme on a retrouvé des petites statuettes appelées des Vénus, on sait qu'effectivement il y avait cette préoccupation de l'homme qui est inhérente à l'homme de plaire et particulièrement de plaire aux autres, ou tout au moins à certains autres. Et vous avez un long passage également sur l'Antiquité. Alors l'Antiquité, là, c'est plus facile à identifier puisqu'on a déjà de l'écrit et donc on trouve traces de recettes qui finalement d'une certaine manière vont perdurer jusqu'au 19e voire début 20e donc de notre ère. Plus on trouve les fouilles archéologiques ont mis à jour toutes sortes de pots de fards et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de ces pots
renferment encore une partie de leur contenu, donc soit des fards, soit des crèmes, et qu'il a été possible au fil du temps, assez récemment pour certaines, de les analyser, donc de savoir ce qu'ils contenaient, ces fards et ces cosmétiques. Et quand on s'intéresse aux critères, aux canons de la beauté à ces différentes époques, on se rend compte que le teint pâle a longtemps été quelque chose d'important. Le teint pâle a longtemps perduré, donc effectivement ça aussi c'est parallèle à l'histoire de la beauté, des cosmétiques, l'histoire de l'homme tout simplement. Enfin, les canons de beauté, c'était vraiment la peau la plus blanche possible. Souvent des cheveux blonds. Dans l'inconscient collectif, on pense aux contes et à Blanche-Neige, même si effectivement Blanche-Neige n'est pas l'archétype de la jeune femme blonde, mais elle est l'archétype de la jeune femme, de la princesse à teint très pâle. Dans votre ouvrage, vous citez l'ouvrage d'un médecin qui a rédigé au XIXe siècle des très précises conditions de la beauté. Alors j'en cite quelques-unes: cils longs et soyeux, mains blanches et douces, joues parfaitement symétriques ou encore bouche en forme d'arc. On n'est pas loin d'une forme d'eugénisme là, non ? Oui, alors c'est vrai que même vous n'auriez pas posé la question, j'en aurais parlé parce que c'est un petit tableau qu'on a resitué dans notre ouvrage. On a voulu le recopier dans son intégralité parce qu'il est assez amusant. Alors même si vous avez regardé les proportions, enfin, il y a des proportions quand même extrêmement étonnantes. Moi personnellement, je ne rentre pas dans ces critères. Même oui, donc par exemple le cou, voilà, deux fois le nez. Ça paraît quand même extraordinairement long. Enfin, donc il y avait un certain nombre de critères établis par certains médecins, et comme vous le dites, oui, on était à ces époques-là sur un certain eugénisme. Passons maintenant aux cosmétiques, qui est l'autre partie de votre ouvrage, et là encore on se rend compte que ce n'est pas une invention récente. De tout temps, les hommes ont voulu se parer de maquillage. Voilà, comme l'indiquait Laurence, dès l'Antiquité, on trouve un certain nombre de médecins en particulier, parce qu'à l'époque, c'était les médecins qui formulaient les cosmétiques. Donc si on cite par exemple le cérat de Galien, il date du IIe siècle après notre ère. C'est vraiment un mélange qui est extrêmement simple, puisque c'est de la cire d'abeille, de l'huile d'olive et puis un petit peu d'eau de rose, et ça constituait une pâte dans laquelle on pouvait incorporer soit un pigment si on voulait faire un produit de maquillage, soit tel ou tel ingrédient parfois un petit peu farfelu si on voulait avoir une action anti-âge ou telle action. Vous évoquez dans votre livre l'utilisation du sel de plomb, la céruse, qui était un produit utilisé pour blanchir le teint jusqu'au XIXe siècle et qui s'est révélé très dangereux. Racontez-nous. Alors, on suppose que les intoxications au plomb, devaient être assez fatales à de nombreux ancêtres, en particulier, même depuis l'Antiquité, puisque cette céruse était effectivement connue des Romains, des Romaines, et que l'usage en a perduré très longtemps, puisqu'effectivement l'état de l'art dans une discipline qui est parfaitement balisée maintenant, qui s'appelle la toxicologie, était inexistant. On ne connaissait pas la toxicité du plomb, donc on pouvait avoir quels effets, par exemple? Oui, c'est létal. L'intoxication létale, oui. Et qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure où de nombreuses enquêtes pointent du doigt la dangerosité de certains produits cosmétiques, y compris pour les bébés? Alors, il faut absolument pas être alarmiste comme le sont un certain nombre d'enquêtes. Là, on est dans la pleine actualité de la sortie de l'enquête de l'UFC Que Choisir. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement alarmistes, qui veulent assez anxiogènes. Voilà, faire fonctionner sur des peurs et finalement jeter les consommateurs dans les bras des produits bio qui malheureusement ne sont pas une panacée, ne sont pas forcément supérieurs en qualité aux autres produits. Et vous qui avez une connaissance parfaite de la cosmétologie, quels conseils vous pourriez donner à des consommateurs inquiets? De se rassurer d'abord. C'est important d'être rassuré parce qu'on a quand même des autorités de santé qui effectuent bon an mal an pas trop mal leur travail, et de ce fait quand un ingrédient est autorisé d'utilisation, il faut quand même avoir une certaine confiance. Garder. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont les critères de la beauté? On parle beaucoup dans notre société du diktat de la mode, des mannequins trop maigres. Quel constat vous dressez, vous, aujourd'hui? Alors, on est encore sur l'idée du mannequin, ça continue, et il y a souvent des témoignages de mannequins que l'on fait souffrir en mangeant la petite noix de cajou, comme nous disait Sylvie Joly.
Bon, il y a une petite ouverture, puisqu'on a vu apparaître Barbie qui prenait des formes un petit peu plus arrondies, mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Donc c'est à la fois être extrêmement maigre et puis être très bronzé. On n'arrive pas à avancer par rapport à ces deux critères. Cette semaine, un reportage du journal La Croix sur les femmes migrantes de Calais racontait que ces dernières trouvent un peu d'apaisement chaque samedi dans un centre esthétique de fortune. Est-ce que se soucier de son apparence, c'est pas forcément superficiel ? Alors, vous rejoignez une problématique et une attention qui veut être très présente à la faculté de pharmacie de Nantes et que nous sommes tout à fait partie prenante. C'est une discipline qui s'appelle la socio-esthétique. Et effectivement, si on peut estimer que la cosmétologie est une discipline assez superficielle, cette discipline socio-esthétique est en train de rendre toutes ses lettres de noblesse à la discipline, puisque elle vise à s'occuper sur un plan esthétique de personnes, alors surtout des femmes, mais c'est pas exclusif, ça peut également être des hommes, en grande difficulté, en grande précarité, en grande fragilité, soit à cause de maladies, et de maladies graves, ou tout au moins ayant entraîné une hospitalisation, ou grande précarité effectivement sociale, voire incarcération. Dernière question, comment est-ce qu'on peut se procurer votre ouvrage très complet ? Alors, deux possibilités, soit les librairies nantaises, ou deuxième possibilité peut-être plus simple, directement de chez vous, en allant sur le site Edilivre, et vous l'obtiendrez tout bêtement par ce biais-là. Merci Céline Coteau et Laurence Coiffard. Je rappelle que vous venez de publier Beauté, mon beau souci, une histoire de la beauté et des cosmétiques aux éditions Edilivre. Merci beaucoup. À vous. C'était l'invité de la rédaction.